Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un cours? Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu tellement que je peux même pas m'en souvenir, en fait. Parce que c'est ce sport-là, il est terrible. Il est terrible, il pousse à bout. Moi, je suis vachement dans l'action sur le terrain, donc voilà, je suis un bon bélier, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais non, je me rappelle pas avoir vraiment pété les plombs. Après, je me souviens, mais je m'énerve beaucoup. Je suis dedans, quoi. Je suis passionné et tout, mais je suis pas vraiment quelqu'un qui pète les plombs. Et si vous en parlez avec mes proches et les gens qui sont autour, là, ils vous diront, mais Joe, c'est le calme olympien, quoi. Même quand son fils, il le rend fou pendant 3 jours, il bouge pas. Il bouge pas. Tu as pris plusieurs amendes? Il me semble que j'ai jamais pris d'amende. Ils ont voulu m'en mettre une fois à l'US Open. Et en fait, je suis allé les voir en leur disant, écoutez, ça fait 8 ans que je joue, j'ai jamais pris d'amende. Vous allez me mettre une amende parce que une fois, j'ai pitché ma raquette une fois. C'est pas sérieux. Voilà, ils ont reconnu que, ouais, j'avais pas fait grand chose, quoi. On a fait un épisode avec Chloé Paquet qui m'expliquait que Benoît Paire avait réussi à lui faire sauter une amende de 2 000 € à Roland. Fin négociateur, le Benoît. Je me rends compte que vous négociez tous un peu plus ou moins. Bon, après, c'est légitime, évidemment, en 8 ans. La chose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a un code de conduite, entre guillemets, mais c'est un code de conduite qui est vachement à l'appréciation des arbitres et des autorités quand même, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, demain, dans ma langue, si je jure, ça va dépendre comment je vais jurer, parce que des fois, tu jures pour toi, t'as encore, je pense, cette liberté à un moment donné de parler pour toi. Après, si tu jures et tu commences à le crier, et que tout le monde l'entend et qu'à la télé on l'entend très fort, oui, ça a un impact. Mais quand tu le fais pour toi et que tu l'as juste fait, il y a que l'arbitre qui l'a entendu et qui te met une pénalité pour ça et que tu vas payer peut-être 2000 $ parce que tu as sorti un petit mais merde, ça va pas, tu vois. Tu as eu Eric Winograski pendant 7 ans en tant que coach. Qu'est-ce qui t'a appris particulièrement? Je pense qu'au-delà de ce qu'il m'a appris, parce qu'il m'a appris plein de choses, on a travaillé énormément. Je pense que ce que j'ai retenu le plus, en fait, c'est sa loyauté, son dévouement auprès de moi. Parce que c'est pas facile pour les coachs. Parce que les coachs, souvent, régulièrement, ils ont des familles, ils ont des enfants, et ils quittent leur cocon familial pour nous suivre 40 semaines dans l'année à travers le monde. Ils Ouais. font énormément de sacrifices en dehors aussi voilà, en dehors de tout ça, ils font énormément de sacrifices de vie en fait. Et donc ça, c'est ce qui me touche le plus, tu vois, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est capable de quitter son enfant, de quitter sa femme et de quitter son petit confort pour t'accompagner, pour t'aider toi à, à te réaliser. Ça, pour moi, voilà, c'est hyper touchant. C'est ça que je vais retenir d'Eric parce que quand je me suis blessé au dos, on s'entraînait ensemble. Ouais. Nos débuts ont été un peu chaotiques parce que j'étais à la fédération. Eric, ça a été un entraîneur que la fédération m'a donné. J'ai pas choisi d'être avec Eric. On m'a dit bon bah voilà, toi ton entraîneur c'est Eric Vinogradski. Et au début, ça a été un peu chaotique, ça a été difficile. On avait mis du temps à se comprendre. Et en fait, quand je me suis blessé, ça a été le début de tout parce que lui il m'a dit écoute, je te lâcherai jamais. Voilà, moi je suis avec toi et je sais pas pourquoi, je sens que tu as le truc et même malgré cette blessure-là, on va traverser le truc ensemble, tu vois. Et ça a été une histoire, je pense, une vraie histoire d'amitié. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin de faire confiance aux gens. J'ai besoin voilà, je considère que la vie, c'est une histoire d'amitié, d'amour. Et puis, c'est tout, quoi. Après, le reste, tout est futile. Pourquoi ça s'est terminé? Bah, je pense que ça s'est terminé parce que, à un moment donné, on avait vécu tellement de trucs incroyables ensemble que on arrivait au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, moi, j'avais envie de découvrir, hein, j'avais envie de m'ouvrir, justement. Je pense que j'avais envie de commencer à écouter d'autres discours, à écouter d'autres choses. On en a parlé tout à l'heure, de vraiment m'ouvrir à tout ce qu'il y a autour pour essayer de continuer évidemment à apprendre des choses et à progresser. Et c'est vrai qu'avec Eric, on avait vécu déjà tellement de choses. Je pense qu'on avait fait le tour entre guillemets de notre relation professionnelle. Et pour pas entacher notre relation amicale, je pense que c'était mieux je pensais que c'était mieux de s'arrêter là parce que moi je voulais le garder comme ami et je voulais pas que des tensions subsistent, tu vois, entre nous quoi. Justement, derrière, tu es allé chercher un Australien
Roger Rachid. Ça a duré 7 mois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi ça a été assez court? Bah, il m'a apporté énormément de choses. Déjà, une autre vision du tennis, Ouais. clairement. Parce qu'en fait, en France, on a un état d'esprit. Cet état d'esprit, il a été construit à travers des victoires et des désillusions du tennis français. Et moi, j'ai toujours vécu à travers cet état d'esprit jusqu'à ce moment-là, en fait, parce que j'étais en lien avec les joueurs français, beaucoup surtout. Et en fait, j'avais envie de m'échapper, j'avais envie d'aller comprendre ce que les étrangers ils étaient capables de faire différemment. Pourquoi? Bah nous, on n'arrivait pas à aller plus loin. Alors, ça m'a pas forcément apporté toutes les réponses, mais en tout cas, ça m'en a apporté quelques-unes qui m'ont permis encore de progresser. Parce que dans ma carrière, je pense avoir progressé tout au long de ma carrière. C'est un joueur qui stagne, c'est un joueur qui recule en fait. Mm. Un joueur qui garde le même niveau, c'est un joueur qui recule parce que tout le monde avance, tout le monde s'entraîne dur. Les performances, au fur et à mesure du temps, s'améliorent parce qu'il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux athlètes, avec de nouvelles technologies qui arrivent, avec de les nouvelles réussites de la médecine, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, c'était un peu découvrir de nouveaux trucs et grâce à ça, j'ai découvert de nouveaux trucs. Qu'est-ce que l'association avec BIF t'apporte depuis 2013 à temps partiel et 2015 à temps complet? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Roger, j'ai fait de super résultats. C'était vraiment incroyable, on joue bien. Et en fait, j'ai de nouveau eu un gros problème au genou. J'avais des douleurs, en fait, aussi un peu partout. Je ressentais mon corps vraiment difficilement. Et en fait, quand j'ai arrêté avec Roger, c'était surtout parce qu'en fait, je me demandais si j'allais continuer à jouer au tennis, en fait. Et comme lui, il était australien, c'était difficile pour lui, il était loin de sa famille. Donc, il fallait qu'on se, c'était difficile pour moi, il fallait que je le fasse venir, repartir, tout ça, tout était un peu compliqué. J'avais l'impression de pas l'avoir sous la main tout le temps. C'était pas forcément simple. C'était un super entraîneur, mais moi je savais plus où j'en étais dans ma carrière, est-ce que j'avais envie de continuer ou pas, parce que je souffrais beaucoup à l'entraînement. Donc voilà. Et puis bah Thierry c'était plus un ami, évidemment que quelqu'un que je voyais comme un entraîneur au départ. Et puis en fait, au moment où j'ai arrêté avec Roger, j'étais un peu moins bien mentalement. Et puis lors d'un dîner avec Thierry et Nico Scud, je leur fais part un peu de mes états d'âme, que je commence à plus trop prendre de plaisir sur le terrain parce que je souffre trop. Ça commence à être vraiment difficile. Et puis ils commencent à vouloir évidemment me dire mais non, attends, tu vois. Ça va, tu peux encore revenir, tu peux encore faire des choses incroyables et tout ça. Enfin, essayer de me remonter le moral. Et puis je leur dis, bah, puisque vous faites les malins, vous allez m'entraîner. Parce que ça a l'air d'être si simple que je revienne. Et puis, donc c'était sur une discussion un peu comme ça. Et puis ils se regardent, et puis on se regarde tous, et puis on se dit, vas-y, chiche, on fait ça. Et voilà. Alors on savait que ça allait faire causer les uns et les autres. Moi, je savais que c'était des trucs touchy parce que les gens, ils pensent que ta carrière leur appartient. Mais, mais moi, je savais que j'avais envie de faire ce que je voulais et que moi, je considérais que être avec des gens que j'apprécie, qui en plus ont été au haut niveau et en plus qui étaient, voilà, qui étaient des gens bienveillants auprès de moi, ben, ça allait être, voilà, que ça allait être fructueux. Et finalement, bah, ils m'ont monté les mecs comme une pendule et l'année d'après, je regagnais un Master 1000, je battais Federer, Djoko et Murray à la suite, quoi. On serait. Donc ça a été, voilà, ils m'ont remis en selle et on a passé des bons moments. C'était cool. Toronto, bah après, il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais oui, Toronto, incroyable. Parce que Toronto, je bats Dimitrov, Murray, Djokovic, Federer à la suite, quoi. Pour finir, pour battre Federer en finale. Enfin, j'ai pas battu, je suis pas le genre de gars qui a battu, je sais pas, moi, un joueur 50e mondial en finale ou un joueur à même 10 ou même 15e. Yevgeny Donskoy en finale. Pas mal. Ouais, voilà, c'est pas enfin, Yevgeny Kafelnikov, c'est. Qui sent rien. Non, voilà. Moi, j'ai toujours été fier de ça. Dans ma carrière, le truc que je vais retenir, il y a plein de choses que je vais retenir positives, bien sûr. Mais c'est d'avoir battu des grands joueurs en finale, quoi.
vois, j'ai battu Del Potro en finale à Vienne, j'ai battu Djokovic en finale à Bangkok. Voilà, j'ai battu des grands joueurs en finale et ça, je suis assez fier de ça. Voilà, je suis pas fier de tout ce que j'ai fait en carrière, mais ça, c'est pas mal. Il y a une expérience de ouf que tu as vécue et j'aimerais bien que tu nous racontes dans les grandes lignes. Suite à un épisode fait avec Antoine Couvercel, le fils de Jean qui a créé Tennis Magazine, il t'a accompagné, tu es allé voir ton grand-père juste après l'Open d'Australie en 2008 à Ouais. Pointe-Noire en République du Congo. Et ce qui est fou, c'est que Antoine, qui est photographe professionnel sur le circuit, m'a confié que c'était son plus grand souvenir de tennis, sachant que ça reste de l'extra parce que c'est des moments de vie, c'est des moments de partage. C'est pas prendre une photo sur le central de Wim. Et évidemment, si c'est son plus grand moment à lui, j'imagine que pour toi, ça a une saveur de dingue. Comment tu l'as vécu? Bah, pour moi, c'était particulier. C'était particulier. Encore une fois, c'était pas, c'était, c'était compliqué parce qu'en fait, ma grand-mère a été décédée, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et je l'avais jamais vue, en fait. Et l'année d'avant, moi, j'étais 200. Une année avant d'aller jouer là, j'étais 200 et quelques mille. Là, j'avais pas. J'étais plongé dans mon truc de tennis. Et mon père, il est pas retourné beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, quand il retournait là-bas, il allait tout seul. Moi, ça a été un gros choc quand ma grand-mère a décidé de pas pouvoir, de pas l'avoir vue, de pas avoir pu lui parler. Ouais. Et du coup, je suis allé au Congo pour voir mon grand-père. En fait, dès que j'ai fini l'Australie, bam, j'ai vu le premier truc que je fais. Maintenant, c'est je vais voir mon grand-père et il y a rien d'autre qui me voilà. Et ça a été un moment particulier quoi. C'est difficile de mettre des mots sur ces moments-là parce que c'est des moments voilà, c'est à part. Et tu y es retourné quelques fois? Non, bah depuis, ensuite il est décédé, mon grand-père, et du coup, je suis pas retourné beaucoup. C'est difficile pour moi le lien avec En fait, j'adore la culture de mon papa. J'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans étant petit parce qu'il avait beaucoup d'amis qui avaient fait le même trajet que lui en France, Ouais. qui étaient mariés avec des Français. Donc moi, j'avais plein de copains métis comme moi. On n'en parle pas souvent, en fait. On parle souvent des blancs, des noirs ça. Bon, on parle jamais, ou du moins pas souvent, du paradoxe d'être métissé. J'en reviens à ce mot-là parce que c'est un vrai truc. On parle pas souvent des métissés, des gens qui savent pas d'où ils sont en fait. Ouais. Ils savent qu'ils sont. En fait, ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont nés en France. Enfin, un garçon comme moi, bah, né en France, français, de culture française, 100% presque. Mais à côté de ça, bah, il y a, enfin, je dis presque 100%. Enfin, il y a même pas de pourcentage. C'est que je suis français, point. Et à côté de ça, une culture africaine aux antipodes de la culture française dans pas mal de domaines. Et quand on se retrouve en France et puis que on est des fois parfois confronté à des problèmes, je sais pas quel mot employer, j'aime pas le mot racisme, j'aime pas le mot peut-être discrimination un peu, même pas, je sais pas, mais quand on est confronté en tout cas à des, Pas des jugements, quoi. ouais, voilà, confronté à des jugements particuliers. Ici en France, et qu'en fait, bah, quand tu vas en Afrique, tu te rends compte, ou quand tu discutes avec des Africains, bah, tu te rends compte aussi que tu as les mêmes jugements, Ouais. que c'est la même chose que, en fait, tu te rends compte que t'es pas africain, t'es pas forcément noir. Et quand tu es ici en Occident, t'es pas forcément. Et donc ce sujet-là, il est maltraité. Et je pense que tous les métissés du monde en ont souffert dans leur vie de ce truc-là parce que tu sais pas, t'as du mal à trouver ta place. T'as du mal à trouver ta place et ça prend du temps pour la trouver. Ça prend du temps. Et pour moi, aller au Congo, tout ça, ça faisait partie du processus pour comprendre qui j'étais, qui je suis, ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie de représenter, tout ça. Donc en ça, ce voyage-là, il était hyper bénéfique pour moi, hyper important. Évidemment, le fait de voir mon grand-père avant qu'il parte. Mais ouais, ça, c'est le fait de comprendre d'où on vient et tout ça, ça aide quand même à savoir où on veut aller. J'ai lu une anecdote assez marrante où tu disais, quand tu as fait une demi à Roland, on faisait pas mal de
comparaison, de rapprochement avec Yannick, évidemment, parce que c'était 20 ans après, non, plus 30 ans après. Les statisticiens commençaient à faire des rapprochements, à l'alignement des planètes et tout. Et toi, tu avais répondu, j'en sais rien, je fais pas de calcul. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand Yann chante, je danse. Et en gros, tu disais que quand tu es parti là-bas, tu as ressenti un peu cet attrait pour la musique, pour la danse, pour la culture. Ouais, c'est ça, t'as compris un peu mieux qui t'étais, quoi. C'est ça qui est incroyable. Exactement. En fait, tu comprends un peu mieux qui t'es. Parce que souvent, on va voir un petit métissé, on va se dire, bah, il sait, enfin, voilà, il sait que chez lui, non, quand tu as grandi en France, ta culture, elle est française. On va dire que, avec tes amis, tu écoutes de la musique française. Tu sais pas ce que c'est que de l'autre côté, en fait. Mais on assimile, on se dit, tout le monde se dit que toi, t'es ce qu'il y a là-bas. Donc c'était intéressant d'aller voir réellement ce qu'il y avait là-bas Ouais. pour, euh, pour comprendre des choses. C'est vrai que c'était une expérience pour moi top. En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que je suis arrivé. En fait, je devais aller j'ai dû aller chez le président tout de suite en fait quand je suis arrivé. Ok. Et donc en fait, j'étais habillé, j'avais un costume pour voilà, faire genre je suis classe. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, on s'en fout, j'aurais pu y aller en short. Ouais. Ouais, c'est ma façon de penser. Je suis un peu, j'étais en costume et en fait, quand je suis sorti de l'avion, ils annoncent oui. La température de l'air est de 35 degrés et tout ça. Je me suis dit, ouais, je vais crever de chaud avec mon costume et tout. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivé, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Je suis arrivé, je ne transpire même pas une goutte. J'ai dit, mais c'est incroyable. En France, si je mets un costume à cette température-là, mais là-bas, non. J'étais comme un poisson dans l'eau et tout. Et il y avait des odeurs, je me disais, c'est bizarre, je les connais ces odeurs. Incroyable. C'est des odeurs qui me rappellent trop de choses. Je sais pas ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle quelque chose. Et donc ouais, et tout de suite, je suis chez moi. Et en plus, ce qui était ouf, c'est que je suis sorti de l'avion à 100 mètres sur le tarmac. Il y avait mon grand-père avec sa canne, son béret, son costume bien taillé et tout comme ça. Il était un peu voûté et tout. Et là, je me suis dit, wow, là, c'est chaud quand même. T'as dû Là, c'est chaud. fondre en larmes, ça a dû, émotionnellement, Ah ouais. ça a dû être quelque chose. Émotionnellement, c'était hyper fort. Hyper fort. Incroyable. Alors, la transition va être un peu grand écart. Joe, tu as gagné, du coup, quand même, ça mérite d'être précisé, en prize money, 22 millions 157 662 euros. Ouais. 662 euros, ça mérite d'être précisé. Est-ce Ouais. que, est-ce que du coup, ça va, toute la fratrie est au chaud, t'es la personne sur ce podcast qui intervient, qui a clairement gagné le plus. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi, de l'extérieur. Quel regard tu portes sur ce montant, finalement, avec un peu de recul, même si ta carrière est pas finie, quoi. Mais, des chiffres, quoi. Ok. Des chiffres parce que ça change pas ma personne, hein. Donc des chiffres, j'avoue que ça file le tournis en fait quand t'es jeune, tu gagnes autant d'argent, c'est même c'est irréel, hein. C'est franchement, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à ça de gagner autant d'argent jeune parce que gérer de l'argent c'est un métier. Ouais. Aujourd'hui, on a des banquiers pour ça, des gestionnaires de patrimoine, voilà, des grands patrons d'entreprise, ils gèrent l'argent, ils manipulent l'argent, ils font des choses avec l'argent et tout ça. Mais quand tu es jeune, c'est pas ton métier, genre encore moins quand tu es sportif et que tu joues au tennis et que tu fais ça depuis, je sais pas, et que tu te consacres qu'à ça pratiquement. C'est un choc. Euh, L'argent, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect qui peut être évidemment positif quand tu sais quoi en faire. Et puis elle peut avoir un aspect destructeur en termes de relations, en termes de possibilités aussi, parce que le problème c'est que des fois, si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas au top, tu peux l'utiliser de mauvaise manière et en oublier entre guillemets les civilités quoi. Ouais. Donc voilà, ça a été, j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir une éducation très stable à ce niveau-là. Et dès le début, tout le monde me disait, j'avais plein de copains qui me disaient, ouais, ça, ouais, tu peux acheter des Ferrari et tout machin. Je disais ouais, mais pour moi c'est des chiffres pour l'instant. L'argent que je vais gagner, c'est le respect que je vais avoir des autres en fait.
J'ai l'impression que je suis vraiment riche du respect des autres, quoi. Évidemment, je souhaite à tout le monde d'avoir un peu de sous parce que ça aide énormément dans le quotidien, euh, on va dire dans la pénibilité des choses. Mais ça achète pas l'amour, ça achète pas les amis, ça achète pas le fait d'être heureux. C'est sûr. Et je suis de loin pas le premier à le dire. Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé, ce que tu as ressenti? Ouais. Bah, le premier énorme chèque que j'ai touché, on va dire que c'est l'Open d'Australie, quoi. Ah bah ouais. La finale d'Australie. Je sais plus, à l'époque, je sais pas, j'ai dû toucher. En plus, il y a les impôts là-bas en Australie, donc les impôts, je pense que c'était 35%. J'ai dû toucher 350 000 euros, peut-être. Ça fait du bien, ouais. Bah, ça m'a déjà fait pas mal de bien. Mais bon, en sachant que ma cellule d'entraînement, hein, elle me coûtait 700 à 800 000 euros, quoi. Par an, ouais. 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 Donc, bah, c'est clair que ça fait du bien, hein. Mais bon, voilà, tu te disais, bon, Comme tu dis tout à l'heure, c'était un investissement sur toi, ouais. Incroyable. bah, c'est ça, tu vois. Donc, je me disais, ok, très bien, mais c'est des chiffres, je vais pas dépenser un centime. Les seuls centimes que je vais dépenser, c'est pour mettre ma famille, pour aider mes parents, pour faire ci, pour aider les études à mon frère, à ma sœur, les trucs, des machins. Et pour moi, j'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait, j'avais le tennis. Je jouais. Ça a été quoi, tes quelques craquages financiers qui, avec un peu de recul, n'avaient pas forcément beaucoup de sens? Aucun. Ok. Je suis pas quelqu'un qui jette l'argent dans le vide. J'ai jamais eu de vraie voiture de sport. J'en ai eu, enfin si, j'ai eu une Audi RS5. On va dire que c'est la voiture la plus flashy, hein. Ce que moi j'aimais bien justement, c'est que ça faisait un peu berline, on savait pas ce qu'il y avait sous le capot. Un peu planqué. Mais non, mais j'ai jamais eu de Porsche, de Ferrari, des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire. Je suis très utile. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire les choses pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Par contre, je suis très maison. Donc, bah, évidemment, pour moi, l'environnement, là où je suis, mon confort de vie, c'était important. Déjà en tant que joueur de tennis et puis après ensuite en tant qu'être humain, parce que j'ai envie d'être bien, tu vois. Là, maintenant, avec ma famille et tout, j'ai envie d'être au top. Mais je savais qu'en mettant dans le bâtiment, ça restait chez moi. C'est bon, ça. Comment tu conseillerais Sugar aujourd'hui, s'il s'apprêtait, donc ton fils, hein, s'il s'apprêtait à signer le contrat que tu as pu signer pour la pub Kinder Bueno? Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'y a pas besoin, il y a papa qui est là. Cette pub, elle t'a mis à l'abri, clairement. Bah, c'est bien ça le problème, c'est que je crois pas, hein. Elle était bien, hein. Elle était bien, mais c'est pas là, justement, c'est parce qu'à l'époque, c'est un monde qui est dur. Parce que moi, mes parents, ils travaillaient, j'étais tout seul, j'allais signer mes contrats tout seul, j'allais démarcher un agent tout seul, j'allais du coup décharger les sponsors tout seul, j'allais faire tout seul. Donc, t'apprends, hein. C'est des bêtises, hein, des fois. Alors, ça a été évidemment un plus pour moi, ça a été un beau contrat et tout ça. Mais avec le succès qu'il a eu, le recul, je me dis qu'évidemment, ça aurait pu être le contrat qui m'aurait mis à l'abri. Mais je suis très fier, hein, je suis très fier d'avoir eu ce contrat-là, au-delà de ce que ça m'a rapporté évidemment financièrement, parce que évidemment, je l'ai pas fait gracieusement. On a fait aussi de super bonnes actions. Je suis parrain d'un village, du village Kinder. C'est un village en fait qui invite à peu près 1000 enfants chaque été à vivre des vacances où ils font des activités, ils apprennent à nager, ils font du hip-hop, ils font de la voile, ils font du tennis, du basket. C'est des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas la possibilité de les amener en vacances. Et donc, à travers justement ce genre de partenariat, j'ai contribué à faire des choses qui pour moi étaient importantes et qui égoïstement, très égoïstement même, m'ont apporté beaucoup de satisfaction. La roue a bien tourné parce que pour un gars qui allait démarcher ses premiers contrats au départ, aujourd'hui, tu es quand même accompagné par Adidas et Rolex. Rolex qui a un prestige incroyable. Enfin, c'est le contrat rêvé, clairement. Je sais pas, comment tu vis un truc pareil? C'est quand même un régal. Tu termines ton match, t'ouvres ta housse de tennis, t'enfiles ta Rolex, on te l'a offerte. Enfin, c'est beau quand même. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est clair que ça a eu une grosse, hyper quali
comme sponsor, et au-delà de la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est pareil. En fait, c'est des gens qui ont été hyper loyaux avec moi, qui le sont toujours d'ailleurs, et qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, et pas seulement sur le côté sportif, mais aussi sur comme je disais, sur le côté caritatif. Ils m'ont toujours soutenu quand mes parents ont lancé une association pour aider au développement du sport, que ce soit un peu en France et en Afrique. Ils ont été là, ils m'ont soutenu dans toutes quand j'ai fait des camps pour les enfants l'été là qui s'appelle les Tsonga Camps. Ils étaient là. À chaque fois que je me suis investi dans quelque chose entre guillemets à but associatif ou autre, Ouais. ils ont été derrière moi. Ils ont été derrière moi, que ce soit Ferrero, Rolex, Adidas, Babola et plein d'autres. J'en oublie là, Bastide, Medical, Forte Pharma. C'est des gens en fait quand j'ai besoin entre guillemets d'un petit coup de pouce pour faire des bonnes actions, qui me disent jamais non et ça c'est appréciable. Tu te souviens de ta toute première dotation de fringues? Est-ce que tu as ressenti en ouvrant le carton? Ah, la fierté, maman. C'était quoi? Adidas de malade, j'avais des tenues Rios dedans là, Fit to Wear et tout. Bah, c'était dingue. T'étais pas avec Reebok avant? Non, 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 moi j'ai toujours été avec Adidas, j'ai fait une petite virgule à un moment donné sur 2 ou 3 ans, mais j'ai fait toute ma carrière en Adidas et certainement ça va durer encore longtemps. Non, et j'avais reçu donc un carton Adidas, j'étais à Poitiers à l'époque, et ce qui était fou, c'est que bah moi je m'habillais en tous mes copains, ils avaient des contrats, et moi comme j'étais pas très bon, enfin j'étais pas le meilleur de mon année d'âge, moi j'avais pas de contrat, donc moi j'avais des vêtements Decathlon, voilà, et je regardais les autres avec leur Nike, leur Reebok, leur Adidas, leurs trucs, et je disais, wow, franchement, ils sont trop classe. Ils sont trop classe. Et un jour, il y a le gars d'Adidas qui est venu au centre où j'étais là et qui m'a dit, bah, si tu veux, je peux t'envoyer quelques trucs et tout ça. Et j'ai dit, bah, carrément. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ok, ok. Non, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, bah, carrément, vas-y, tu m'as envoyé, au revoir. Ça me fait plaisir. Et donc, il m'a envoyé 4 paires de chaussures, 5 paires de chaussettes, 4 shorts, 4 chemises. Voilà, j'étais comme un fou. Aujourd'hui, tu as une orga autour de toi pour organiser cet épisode de podcast. Je suis passé par un dénommé Samy qui nous a Ok. mis en contact. Il y a une fille aussi, je crois, qui est dans ton équipe. Comment s'organise tout ça autour de toi? Comment tu gères tes réseaux sociaux, ta com? Qui gère quoi? J'ai Samy qui travaille pour moi. Je travaille à mon compte depuis une année maintenant. En fait, on travaillait dans une agence avant. Il travaillait dans une agence avant avec qui moi je travaillais. Ouais. Et maintenant, on travaille ensemble parce qu'on a plein de projets qu'on est en train de développer ensemble. Et voilà, j'ai besoin de ses services pour avancer. Donc, il s'occupe de tout ce qui est communication et sponsor pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai ma sœur qui s'occupe de toute ma logistique. Voilà, qui va réserver mes hôtels, mes trucs. J'ai mon entraîneur physique qui s'appelle Xavier Moreau et enfin j'en ai deux, Jean-Michel Lévesque et Xavier Moreau qui travaillent pour la même boîte. Thierry Assion et Sergi Bruguera qui sont mes entraîneurs de tennis qui se succèdent un peu, enfin qui se relayent dans l'année. J'ai un kiné qui me suit aussi. Voilà. Qu'est-ce que la paternité a changé dans ton approche du circuit? Oh, beaucoup de recul, surtout qu'il est arrivé à une période où je commençais un peu voilà, à plus trop supporter les commentaires, des fois désobligeants des uns et des autres. Et, en fait, beaucoup de relativisme, de dire que, bah, voilà, quand les gens, des fois, ils disent quelque chose qui ne plaît pas, ils n'en font pas toujours exprès, et puis ils se rendent pas forcément toujours compte, ils n'ont pas les tenants, les aboutissants de tout, et il faut leur pardonner ça et être un peu plus soft, quoi. Hier, je parlais avec ma sœur et je lui disais que bah, j'étais super content d'avoir cette interview avec toi ce matin. Et, Ouais. je lui disais, s'il y a un truc que je regrette avec mon père, c'est que quand j'avais 9 ans, je me souviens, je lui ai dit, papa, tu penses que je vais être professionnel de tennis? Et il me dit, honnêtement, Max, non. Et franchement, je pense qu'il a été honnête, mais avec du recul, je trouve ça un peu dur.
Comment tu réagirais, toi, si Sugar te posait la même question à ses 8, 9 ans? Et comment tu gérerais ce genre de réponse? Comment je gère? Si mon fils il me dit je vais être joueur de tennis professionnel, Ouais, et tu sais pas, t'en es pas sûr, il n'y a aucune certitude à 9, 10 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu lui répondrais, toi? bah moi je vais lui dire que non, il va pas être joueur professionnel, il va être le meilleur. Bon, Je vais lui dire qu'il va être le meilleur. Il y a des gens qui nous diront bah non, on ne peut pas savoir. Bah je leur dirais bah oui, vous pouvez pas savoir. mais, Vous pouvez pas savoir. Et s'il l'est, vous faites comment? Vous allez dire vous pouvez pas savoir? Ben non, vous aussi vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir. ouais. Mais à partir du moment où lui dans sa tête il a envie d'y aller, pourquoi essayer de l'en empêcher? J'ai vu que tu étais fan de pêche. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner sur le sujet? Bah, je peux pas te donner un conseil de pêche. Ça donne pas les conseils de pêche. Moi, je garde mes petits endroits pour moi, puis tu gardes les tiens pour toi. D'accord? Ah, le mec est comme ça, ok. Là, je joue tennisman, là, tu vois, en mode solo, tu vois. C'est marrant parce que j'ai un pote avec qui on va à la pêche, tu vois, et on se traite de tennisman, tu vois. Parce que quand on va à deux à la pêche, c'est difficile parce que les meilleurs endroits, on se dit, bah, qui est-ce qui va mettre sa ligne aux meilleurs endroits, tu vois. Ouais. Tu vois. Et à chaque fois, on se dit, ouais. Et quand le mec, il commence à aller un peu vite pour passer devant, pour aller prendre le bon spot, tu vois, on dit, ah, ça y est, le mec fait son tennisman, tu vois, ça y est. L'esprit tennis, voilà, tu vois. Parce que nous, ça nous horripile, tu vois. Et Et c'est vrai que dans le tennis, souvent, bah, on est quand même un peu selfish, on est un peu solo. Et c'est vrai que dès qu'on sort du tennis, on n'a plus du tout envie d'être comme ça, tu vois. On n'a plus envie du tout de se dire, on va battre l'autre, on va être meilleur, on va faire ça. Non, non, il y a le terrain pour ça, et puis après, voilà, c'est plus se dire, on est ensemble, on est des potes, tu vois, on ne joue pas tennis, tu vois. t'es du genre à te faire des sessions de pêche la nuit avec la tente et tout, ou c'est quoi? Ouais, ouais, j'ai fait beaucoup ça étant jeune, et maintenant, bah, comme j'essaye de réguler aussi le sommeil, tout ça, partout où je peux gratter, je gratte. Ouais. Donc, un peu moins là maintenant, mais évidemment, quand je vais arrêter, ouais, ça va être à base de vacances dans je l'espère, dans des endroits incroyables où je pourrais bivouaquer et puis voilà, vivre un peu l'aventure. Non, j'étais en Patagonie, tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans un fourré. Il y avait Joe qui pêchait là. La rencontre Les gens sont improbable. étonnés, souvent, les gens sont étonnés, tu vois. Moi, j'ai l'habitude ici, chez moi, d'aller au marché tous les dimanches, tu vois. Tous les gens, ils sont là, mais le premier truc, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, j'ai acheté des tomates, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, quoi. Pas de souci. Est-ce que la notoriété, un jour, t'a un peu donné le boulard, tu penses? Non, je l'avais déjà. Ouais. Bon, bah ça va mieux du coup. C'est plus facile à gérer. Non, mais je sais pas si j'ai du boulard ou pas. Je suis comme je suis. Après, les gens, ils diront, il a le boulard, il est comme ça. T'as mes proches qui diront, Joe, Joe, c'est tout sauf quelqu'un qu'on devrait voir à la télé, parce que il est juste normal. Et quand tu es à Paris et que tu marches dans les rues, qu'on t'arrête peut-être tous les 10 mètres, ça te fait quoi? Bah, ça me flatte dans un premier temps. De temps en temps, ça peut arriver que ça fatigue un peu. Après, bah, on appelle ça faire le job, hein. Je fais un grand sourire, et puis ça dure moins longtemps. Thierry Assion disait qu'il était assez protecteur avec toi. C'est vrai ou c'est une légende? Et si c'est un peu vrai, à quel niveau tu penses? Ouais, bien sûr. Bah, Thierry, c'est mon entraîneur déjà, donc évidemment, il y a énormément de bienveillance. Il voit au quotidien les efforts que je fais pour être là où je suis. Il a évidemment tous les tenants et les aboutissants de ma personnalité. Et je pense que voilà, au même titre que moi, je l'apprécie énormément. Je pense il m'apprécie énormément et du coup, voilà, on a beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre. Comme je disais tout à l'heure, voilà, moi j'aime les relations comme ça, j'aime les relations humaines où finalement évidemment, on prend du recul aussi sur les choses. Être un champion de tennis, c'est évidemment super, mais la vie, elle se résume pas qu'à ça. Elle se résume aussi à d'autres choses, un chemin parcouru pour arriver euh, à faire les performances qu'on fait et tout. Et je pense que sur ce point-là, on est exactement sur la même longueur d'onde. On a envie de vivre des aventures en fait, et l'aventure qu'on vit ensemble, elle est belle et du coup, on essaie d'en profiter. Pour ta reconversion, t'as envie de quoi? Bah, ma reconversion, moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà un peu entamée, parce que on a beaucoup de temps libre en tant que joueur de tennis, malgré tout, dans l'organisation de camps pour les enfants. Et puis, bah, après, j'ai rêvé d'avoir
une académie. Et avec Thierry, voilà, on s'était dit qu'on se lancerait dans ce projet-là. Moi, je voulais vraiment attendre un peu avant de me lancer. Et Thierry a lancé l'académie il y a 5 ans, la All-in Academy. Et on s'était dit que je le rejoindrais au moment opportun. J'ai décidé que l'année passée, c'était le moment opportun. Ouais. Donc maintenant, on est associé dans cette académie et moi, je suis venu amener un peu un petit coup de boost en amenant avec moi des projets qu'on dirige ensemble avec Thierry, dont un projet à l'OL City, près du Groupama Stadium, qui va avoir pour objectif d'accueillir justement la All-in Academy et des jeunes. Et puis, on a également récupéré un club dans le sud à Nice aussi on est en train de refaire le club à neuf et on va accueillir un club et notre académie aussi. D'accord. Donc voilà. Et puis à côté de ça, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il en était derrière l'organisation des tournois. Donc je me suis lancé dans l'organisation avec Thierry et d'autres associés, dont Jean-François Crojol, à Lyon. Ouais. C'est le tournoi que j'ai gagné pour la première fois sur Alternative. Et c'était incroyable parce qu'on monte le tournoi et je gagne le tournoi. C'est pas bien. C'était comme des fous. Dans le parc de Et, la Tour, magnifique. à Lyon et voilà. Et je fais partie aussi un peu du tour de table à Marseille. Voilà. Et puis je fais encore j'ai pas mal de choses à côté, mais c'est un peu plus perso. Juste avant de conclure avec 3-4 questions de fin, petites. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa avec Roger, Rafa ou Djoko qui humanise un peu ces légendes du tennis? J'en ai une avec Rodj parce que alors j'étais pas avec lui directement, mais ça m'étonne pas forcément de lui. On a un ami qui a un terrain en gazon, pas très loin de chez moi là. Ouais. Et Roger est venu faire de temps en temps des petites préparations pour Wimbledon. Et en fait, quand le terrain, il est incroyable, il est au milieu d'un champ de pommiers en fait. Wow. Il est assez fabuleux. Et en fait, j'ai mon ami qui me disait que en fait, quand Roger, la première fois qu'il est arrivé, il a joué tout ça. Et donc mon ami, il était un peu anxieux de savoir si le terrain, il était bien pour lui et tout ça. Et puis il lui a demandé alors. Le terrain, il est bien, et Roger, il lui a dit non, non, j'aime pas. Et il dit, mais sérieux? Et là, attends, il dit, sérieux? Le terrain, il te plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le gazon est trop haut, il y a un truc qui va pas. Il me fait, non, non, franchement, les oiseaux, ils font beaucoup trop de bruit, quoi. C'est fatigant. Et donc, du coup, j'ai trouvé l'anecdote géniale, quoi. Parce qu'en fait, évidemment, il était ironique et ça le définit assez bien. Énorme. Alors pour terminer, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie? Un livre qui a marqué ma vie. Déjà, je suis pas un très grand lecteur. Ok. Euh, j'aime bien les biographies, les trucs sur les sportifs, parce que j'aime bien un peu savoir ce qui se passe et tout ça. J'ai jamais été un grand fan. Je suis pas un fan, moi. Même quand j'étais petit, j'étais pas fan des joueurs, j'étais pas fan des trucs. Je suis plus, on va dire, je suis fan des histoires, mais je suis pas fan d'un joueur en particulier ou des gens. Les gens qui m'ont inspiré, il y en a eu forcément inconsciemment. Je pense notamment à ma petite danse là, parce que je réfléchissais tout le temps à me dire, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ce truc-là à ce moment-là et tout ça. Mais en fait, j'ai été influencé par par un moment donné Dugarry quand il avait fait en fait cette image là contre les Sud-Africains là, quand il marque Ok. et qu'il fait comme ça. En Ouais. fait, elle est restée gravée dans ma tête cette image en fait et c'est ressorti plus tard et il y a que maintenant en fait que je me rends compte que c'était ça et il y a que ça et Jordan en fait Jordan sur les playoffs à un moment donné qui met un panier et qui se retourne et qui saute comme ça avec le bras comme ça, cette image elle est légendaire en fait, mais en fait elle est restée dans ma tête Ouais. et en fait ces deux images là se sont compactées et on fait la Tsonga Dance, tu vois. Yes. Et donc voilà, moi j'ai jamais été
trop fan de joueurs ou de chanteurs ou des trucs comme ça. Il y a Michael Jackson, bien sûr, qui m'a inspiré à mort. Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Youn. Non, je rigole. C'était pour l'enchaînement de Michael, je cherchais un Michael. T'as une biographie du coup qui sort du lot? Honnêtement, non, pas spécialement, quoi. Je pense que toutes les histoires, je suis fan des histoires, en fait. J'aime bien les histoires, elles sont singulières et tout. Quoi que ce soit les Tyson, les Zidane, les Kobe Bryant, tous ces gens-là, là, voilà, c'est singulier, en fait. Il n'y a pas vraiment André Agassi. Ces histoires-là, c'est des histoires singulières, quoi. Je suis juste fan des histoires. J'aime bien. Pas Yes. encore un grand gamin, quoi. Je peux me raconter des histoires avant d'aller m'endormir, c'est bien. Est-ce que tu as un film référence? Il y en a plein, honnêtement, c'est pareil, je ne saurais pas en sortir. Alors pendant des années, j'ai adoré regarder Gladiator. Gladiator, c'est un peu tout ce que j'aimais, tu vois. Les valeurs, le courage, l'amour, l'abnégation, l'injustice, il y a plein de choses comme ça. Le, le, le fait que, voilà, un de ses meilleurs collègues, il était noir et tout, ça rajoute un truc. Dans ces histoires-là, c'est fou. Enfin, bon, bref, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont tenu en haleine. Après, il y a plein de films, hein. Il y en a d'autres qui n'ont rien à voir, genre California Man, tu connais, j'ai regardé ça toute ma jeunesse. Non. En fait, c'est un homme de Cro-Magnon en fait, qui a gelé à Ouais. l'époque et qui se réveille à notre époque. En fait. Ok. T'imagines pas le film. Ton teasing. Le Quel est Parc Sophie, Parc Sophie, ah oui, tu connais pas ça? Voilà, voilà, il y a un film genre Quatre garçons pleins d'avenir, tu vois, ça m'a marqué. vraiment ça? Le dîner de con, exceptionnel. Yes. Ouais, il y a 2 jours à tuer, un film avec Dupontel que j'ai adoré, les Walt Disney, j'ai adoré Aladdin, c'est mon préféré. J'ai remarqué les tennisman et tenniswomen, quand je demande un film et un livre, généralement c'est une liste de 25 chacun. C'est vrai? Quel est le concert le plus ouf auquel tu es assisté? C'est mon fils. Bah, Incroyable. naturellement. Énorme Il à est la caméra incroyable. d'ailleurs. Cette petite vidéo est magique. J'ai adoré. Ouais, c'est un vrai artiste, hein. Guitare, batterie, comment dire, boîte de thé, c'est tout ça. Artiste complet. Il est complet. Il chante, il danse sur Michael. Le mec, Énorme. La plus grosse période de doute de ta vie, Joe? quand je me suis blessé au dos. La hernie? Ouais, Quels seraient les mots du Joe d'aujourd'hui à ce Joe de l'époque pour le guider un peu? profite. C'est ce que j'ai fait, hein. Mais ça a bien marché, donc autant continuer. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? Il y en a plusieurs que j'aime bien, quoi. Vérifie d'avoir le doigt propre avant de pointer les gens du doigt. Ça, je l'aime bien, celle-là. Euh, euh, je- j'aime bien une anecdote qui dit que quand tu fais peur à une poule, bah, elle court, mais quand tu fais peur à un lion, il te saute dessus. J'aime bien. Il y en a plein après qui sont beaucoup plus philosophiques, mais j'aime bien celle de Mandela. Je crois que c'est Mandela qui dit que qu'on rate jamais en gros et c'est toujours une occasion de plus pour se relever. Non, soit Ouais. je gagne, soit j'apprends, Ah, pardon. voilà, c'est ça. Exactement. C'est celle-là. Il y a celle-là, mais bon, qui dans les mots veut un peu dire la même chose. Est-ce que tu aurais une question pour Thierry que je pourrais lui poser pendant l'épisode qu'on va terminer demain? Ah, je sais pas, je lui demandais peut-être pourquoi justement il a autant d'empathie pour moi, pourquoi il est capable de quitter sa femme et ses enfants pour m'accompagner en tournoi. Hein? J'aimerais bien savoir tout ça. Bien vu, très bien vu. Il est très famille et tout, donc Ouais. à mon avis. Tu m'as dit tout à l'heure que quand beaucoup de personnes t'arrêtaient dans la rue, à un moment donné, tu faisais le taf. Est-ce que tu as accepté cette interview uniquement pour faire le taf? Ou si c'est pas uniquement pour ça, pour quelle raison tu l'as accepté? En fait, j'ai accepté cette interview parce qu'en fait, quand Samy il m'a envoyé
éventuellement les thèmes un peu de l'interview, est-ce que le genre de questions que tu allais vouloir me poser, j'ai pensé que c'était différent et que enfin j'allais pouvoir raconter des choses euh, sincères et raconter un peu mon parcours de, de A à Z. Mais l'anecdote en Russie est exceptionnelle. Highlight. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes absolument d'avoir dans ce podcast, que tu juges vraiment intéressante pour parler tennis? Bah, t'as Gilles, mais bon, prépare une journée parce qu'il a parlé pendant une journée. Ouais. Gilles, on essaye de le. Il est un peu dans sa tanière. Je crois qu'il est un peu dur à sortir de sa tanière. Ouais, parce que quand il sort, il a la langue tellement pendue qu'il a peur de fracasser trop de monde. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Joe? Que le monde entier se porte bien, que ma famille soit les gens les plus heureux du monde et que je vive jusqu'à 100 ans sans problème de santé. Un immense merci, Joe, d'avoir pris le temps, d'avoir été vraiment généreux, quoi. Merci beaucoup. Ouais, parfait, hein, j'avais un rendez-vous à midi, merci. C'est sympa. Je revaudrai ça. Salut mec. Ciao, ciao.